nous sommes en direct, cher Bruno Imbec. Bonjour. Les participants pourront me le confirmer par le biais du chat. Bonsoir à toutes et tous. Et merci pour votre fidélité, la communauté Octopus. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous avons la chance d'être avec Bruno Imbec, qui est en Belgique. Bruno Imbec, qui est une célébrité dans son domaine, parce qu'il se présente lui-même comme psychopédagogue, mais c'est un chercheur, un auteur de très, très nombreux ouvrages. Allez voir sur Internet. C'est une personnalité formidable que nous avons la chance d'accueillir ce soir pour notre webinaire 30 minutes avec Bruno Imbec autour de la question absolument centrale aujourd'hui du harcèlement scolaire. Nous sommes sur la journée en France du harcèlement scolaire, donc ça tombe, si on peut le dire, particulièrement bien. Bruno, je vais te laisser te présenter. Moi, je vous retrouve d'ici une petite demi-heure pour les questions et les échanges avec le public. Et Bruno, tu as 30 minutes pour dérouler ton topo. Je vous rappelle que vous pouvez interagir par le biais du chat des participants qui doit être à droite de votre écran avec parcimonie, car ce chat reste un espace de travail. N'hésitez pas à vous présenter, à nous dire bonjour. Et je vais couper ma caméra pour te laisser la parole, Bruno. Je reviendrai d'ici 20 minutes pour te prévenir qu'il ne t'en reste que 10. Et ensuite, on passera au jeu des questions-échanges avec le public. Merci infiniment, Bruno, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, c'est vrai que c'est un sujet terriblement important, le harcèlement et le cyberharcèlement, parce qu'il faut vraiment être très, très clair par rapport au fait que si on met en place des dispositifs qui pourraient gérer le harcèlement sans tenir compte du cyberharcèlement, on va passer à côté de l'essentiel de la problématique, c'est-à-dire cette forme de caisse de résonance que l'on met sur des situations, et on parle volontairement de situations de harcèlement, qui sont, et on va en parler effectivement au cours de cette intervention, parce que il faut savoir que l'enjeu, il est quand même très important par rapport au harcèlement. C'est pas seulement la souffrance du harcelé. Elle existe. La perte de confiance qu'il a dans ses propres moyens, l'estime de soi qui peut être complètement taraudée par le fait qu'on vit à un moment donné à l'intérieur d'un groupe des choses insupportables à vivre sur le plan de la construction identitaire. Ça taraude évidemment la confiance que l'on a dans les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu pompeusement la fraternité, lorsqu'on se rend compte que nos semblables sont en mesure aussi de se regrouper pour nous détruire ou pour chercher à nous démettre ou à nous soumettre, en gros, puisque le harcèlement et le cyberharcèlement sont essentiellement liés à des rapports de domination. Mais il y a aussi un troisième enjeu, c'est la confiance dans les institutions. Par les temps qui courent, c'est pas quelque chose d'anodin de se dire que lorsqu'on souffre d'une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement et qu'on constate que les institutions peinent à nous protéger, soit parce qu'elles ne font rien, soit parce qu'elles prennent de mauvaises décisions, soit parce qu'elles prennent des décisions qui aggravent la situation, mais on arrive aussi à une perte de confiance dans les institutions démocratiques et donc dans les démocraties. Parce que le véritable enjeu, finalement, de la gestion du harcèlement, il faut le savoir que le harcèlement, c'est la maladie des démocraties. Dans tous les groupes humains contraints, vous allez voir apparaître des jeux de pouvoir. C'est inévitable. Les seuls endroits où on ne les voit pas apparaître, ce sont les dictatures. Évidemment qu'il n'est pas question de revenir à des dictatures dans lesquelles le pouvoir est centralisé et les jeux de pouvoir n'ont pas suffisamment de force à un moment donné pour se constituer à un moment donné en force écrasante. Par contre, dans une démocratie, vous allez systématiquement, dans tous les groupes humains contraints, et un groupe humain contraint, eh bien, c'est celui que l'on forme avec d'autres semblables lorsqu'on est obligé de rester avec eux. Et on va voir systématiquement le même mécanisme se produire. Dans un premier temps, que ce soit, et vous pouvez l'observer de manière presque expérimentale dans les émissions de télé-réalité, vous mettez un ensemble de personnes, des jeunes adolescents, des adultes, vous les mettez dans un espace fermé en leur disant, vous allez devoir rester ensemble. Ça va, dans un premier temps, on assiste à ce qu'on reconnaît comme étant une forme d'euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Et c'est pour ça que le harcèlement, au mois de septembre, il y a très très peu de situations de harcèlement, sauf, on le verra, dans des situations particulières qui sont liées à des contextes particuliers. Mais en règle générale, quand vous allez dans une école en début d'année, vous demandez comment ça va à un enseignant, il vous dit oui, ça va. Il vous dit, je pense qu'on a un bon esprit d'équipe, parce que l'équipe enseignante, qui est un autre groupe humain contraint, est aussi en phase finalement d'euphorie communautaire. Donc vous avez cette euphorie qui s'installe, la classe aussi, tout le monde va bien.
relativement bien. Et on voit cette basse saison du harcèlement qui est systématique au mois de septembre, qui ne dure pas. À partir du mois d'octobre, on voit apparaître ce qu'on appelle, nous, la moyenne saison du harcèlement. On va voir des premières secousses émotionnelles. Et on va voir que c'est important d'utiliser des mots adéquats parce que le mot secousse émotionnelle suppose déjà qu'on doit intervenir. Lorsqu'il y a des secousses émotionnelles qui sont difficilement vécues et lorsque, par exemple, eh bien, on voit apparaître dès les maternelles. Les maternelles, ça prend simplement la forme de bousculade. Ce sont toujours les mêmes, qui bousculent toujours les mêmes. Plus l'enfant grandit, plus ça prend des formes identitaires. On ne veut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu es roux, parce que tu sens mauvais. Et on commence à exclure du groupe, à mettre un certain nombre de personnes de manière relativement aléatoire. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des profils qui seraient plus à risque que d'autres. Toutes les recherches montrent que c'est plutôt des situations qui se créent à un moment donné, qui font que eh bien, dans cette période-là, d'ailleurs, sauf lorsqu'on en fait un épiphénomène, comme c'est le cas pour le moment, il faut bien le dire en France, les parents ne parlent pas de harcèlement, ils parlent généralement de difficultés d'intégration. L'enfant, ça ne va pas bien, il ne va pas à l'école avec plaisir, il ne s'intègre pas dans les groupes, il se sent rejeté, etc. Et on a ces premiers moments. C'est ce qu'on voit apparaître dans les émissions de télé-réalité quand ils commencent à se nominer. Il ne faut pas les pousser dans le dos. C'est un mécanisme naturel. C'est d'ailleurs un mécanisme naturel qui se constate aussi dans l'équipe enseignante. On commence l'esprit de corps, l'esprit de groupe commence un petit peu à se fragiliser et on commence à parler un peu sur le dos les uns ou les unes des autres. La plupart des personnes qui sont autour de ce webinaire connaissent ce type de fonctionnement et très peu vont me dire mais non, chez nous on parle jamais sur le dos les uns ou les unes des autres, on ne dit jamais si un tel n'était pas là on serait mieux, si une telle disparaissait on irait quand même, on vivrait plus sereinement, ce qu'on fait systématiquement quand on veut maintenir l'illusion de l'euphorie communautaire. On suppose qu'un certain nombre la gâche et c'est ce qui explique ces premiers mouvements qui créent ces secousses émotionnelles. Cette moyenne saison, elle dure généralement jusqu'au mois de janvier où là, on va apparaître la haute saison du harcèlement, qui est liée à un phénomène tout à fait compréhensible. Les groupes, les sous-groupes et les couples sont constitués. Et étant constitués pour renforcer leurs liens et pour évacuer l'agressivité à l'intérieur du groupe, du sous-groupe ou du couple, eh bien, ils vont se mettre à agresser. Et là, on va parler de véritables situations de harcèlement. Ils vont agresser ceux qui sont en dehors du groupe. Faites l'exercice, ou plutôt ne le faites pas parce que vous allez m'en vouloir très fort. Mais si, au terme de ce webinaire, vous voulez faire l'exercice chez vous, avec votre conjoint, de dire, à partir d'aujourd'hui, on ne critique plus personne et on ne se moque plus de quiconque. Eh bien, vous allez m'en vouloir très, très fort parce que dans les 3 semaines, vous devrez consulter. Il y aura trop d'agressivité à l'intérieur de votre couple et cette agressivité ne va pas sortir du couple en allant effectivement en direction de cibles extérieures. C'est ce qui explique que la haute saison du harcèlement, à partir du mois de janvier, elle crée des situations intenables. Évidemment que si on met derrière une situation, une espèce de caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, eh bien, ces agressions ont une virulence absolument insoutenable. Et ça s'arrête à partir du mois de mai. On rentre de nouveau dans une basse saison. Basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, et ça va recommencer tous les ans. C'est ce qui va créer l'usure de compassion, parce que, évidemment, vous pourriez me dire, puisque ça s'arrête, autant faire le gros dos, attendre que ça passe, et faire ce qu'on fait quand on fait de la pédagogie, c'est-à-dire on couvre du chaos. Tous les enseignants le savent, c'est ça qui les épuise d'année en année, quand ils sont obligés de couver du chaos. Ils sont tout à fait conscients que c'est pas le pays des bisounours, leur classe qui a des moments de souffrance pour les uns et pour les autres, et plus pour les uns que pour les autres. Ils essayent, c'est la meilleure définition de la pédagogie, de couver le chaos. Et ouf, il n'y a pas eu trop d'incidents cette année. Et puis ça recommence et ça va créer d'année en année. C'est pour ça qu'il y a une urgence à outiller les écoles et à faire en sorte que les enseignants sachent comment réagir aux situations de harcèlement et de cyberharcèlement qui ne sont jamais, on le verra, qu'une manière simplement de mettre le harcèlement à l'intérieur d'une caisse de résonance qui en multiplie les effets. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne ce que signifie le harcèlement, c'est-à-dire une forme d'agressivité hiérarchique qui concerne des élèves entre eux. On parle ici de harcèlement entre pairs et qui suppose toujours le même type de situation. Alors, pour juste exprimer comment se produit une situation de harcèlement, on va imaginer que je suis en face de vous, chacun d'entre vous, et que je me mets à vous bousculer de manière
répétitive, de manière intentionnelle de ma part et de manière relativement nuisible parce que c'est pas agréable d'être bousculé. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que je suis un harceleur si j'agis de cette manière-là? Et la réponse est non. Je ne suis pas encore un harceleur. Je suis juste ce qu'on appelle communément un emmerdeur. Et chacun d'entre vous sera en mesure de me le dire si je devais le bousculer de cette manière-là. C'est d'ailleurs la définition juridique du terme, hein, comportement répété, intentionnel et nuisible. Ben, ça suffit pas pour faire du harcèlement et pour générer une situation de harcèlement, parce que pour qu'il y ait une situation de harcèlement, il faut une quatrième composante essentielle qui suppose que au moment où je vous bouscule, je regarde d'autres personnes et je souris avec elles de manière connivente. Là, je vais commencer à figer les rôles, le dominant, le dominé, et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui agissent en figeant le rôle du dominant et du dominé et qui empêchent la personne de sortir de la situation de domination. Pour l'expliquer avec un exemple tout à fait concret, on va prendre les blagues sur les blondes. Les blagues sur les blondes, qui sont généralement réalisées par des hommes, mais jamais seuls. Un homme seul face à une personne blonde ne va pas se risquer à faire de l'humour sur les blondes, parce qu'il sait ce qu'il risque si, à un moment donné, il se retrouve face à une personne qui lui dit qu'il n'est pas drôle et qui lui fait remarquer que son humour est complètement déplacé. C'est comme s'il mettait une enclume dans ses mains. Et donc, il va aussi attaquer en meute avec d'autres hommes qui vont se mettre à rire les uns de ces stupides blagues sur les blondes et qui vont mettre la blonde dans la situation d'être 3 fois coupable. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si elle ne rit pas, on va dire mais elle n'a pas d'humour, hein, mais c'est parce qu'elle est blonde, elle ne comprend pas, et elle est enfermée à l'intérieur effectivement d'un sentiment d'incapacité de réagir. C'est quelque chose qui est fondamental à comprendre dans les mécanismes qui fondent le harcèlement, c'est que plutôt que de parler de comportements répétés, parce qu'on va le voir, puisque sur les réseaux sociaux, le nombre de spectateurs, donc de personnes qui agissent en regardant, devient démesurément important et virtuellement infini. Donc l'écrasement, il est immédiat quasiment, et il n'a même pas besoin de la répétition. Il y a ce qu'on appelle le flaming. Vous êtes incendié avec un seul comportement qui va complètement vous démolir et vous donner l'impression qu'il vaut mieux plus rester sur Terre. Et donc les suicides viennent généralement de situations de cyberharcèlement qui ont provoqué cette épouvantable sensation d'écrasement. Et donc il est important de comprendre qu'on a affaire à un phénomène de meute qui crée ce sentiment d'impuissance à réagir. Parce que il faut que les parents, notamment, le comprennent lorsque vous avez, par exemple, vous suggérez à un enfant qu'il devrait réagir par lui-même. Vous avez toute une littérature, franchement une littérature qui pose quand même question lorsqu'on demande, parce qu'elle méconnaît les mécanismes normaux du fonctionnement humain et notamment de son fonctionnement cérébral, si vous êtes agressé par des gens qui sont plus puissants que vous, qui sont plus nombreux ou qui ont une autorité démesurée par rapport à vous, vous allez voir effectivement eh bien, que cette capacité de vous opposer, vous allez la perdre. Ce qu'on appelle communément l'esprit de répartie, vous ne l'aurez pas. Et vous allez vous retrouver 3 heures, 3 jours ou 3 semaines après à me dire j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai baissé ma tête? Pourquoi j'ai regardé mes pieds en rougissant? Eh bien, tout simplement parce que votre cerveau est votre principal allié. Il refuse d'aller chercher de quoi s'opposer et vous invite à vous soumettre sans la moindre ambiguïté. C'est pour ça que quand on dit à un enfant, un adolescent, mais défends-toi par tes propres moyens, fais de l'humour, par exemple, on a des tas de petits trucs comme ça qui en réalité ne fonctionnent pas et risquent même d'aggraver la situation parce que l'enfant, l'adolescent, se trouve coupable 3 fois. Coupable d'être harcelé, coupable d'avoir des caractéristiques qui auraient expliqué ce harcèlement, et il faut le dire tout de suite à l'enfant et l'adolescent, c'est complètement aléatoire le harcèlement. Ça, il n'y a pas de profil type d'enfant harcelé. Les enfants qu'on appelle les enfants différents ne sont pas plus à risque que les autres. Et en cyberharcèlement, il y a même un profil qui semble se dégager. Et si j'avais l'occasion de vous emmener jusqu'à mon bureau, je vous montrerai ce poster qui est derrière mon bureau, qui est réalisé avec l'ensemble des visages des jeunes filles et des jeunes garçons qui se sont suicidés au cours des 10 dernières années en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des photos qui m'ont été transmises par les parents de ces enfants, et il y a une caractéristique commune à tous ces adolescents, à toutes ces adolescentes, ils sont particulièrement beaux. Ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons qui avaient absolument tout pour eux.
tout allait bien dans leur vie. Et puis ils ont commis généralement une imprudence, et dans de très nombreux cas une imprudence numérique, c'est-à-dire simplement diffuser des contenus intimes sur des réseaux sociaux. Ils ont été complètement massacrés par toute une classe qui, parce qu'elle avait été mobilisée par l'envie. Lorsque vous faites envie, au moment où vous montrez un indice de faiblesse, la meute va vous déchiqueter, et c'est ce qui s'est produit chez des adolescents qui n'étaient absolument pas préparés à se défendre face à ce type d'agression massive, et qui donc ont été tout de suite complètement désespérés. C'est vraiment important de bien le comprendre, parce que, bien, par exemple, dans ces situations de cyberharcèlement, il y a deux caractéristiques. D'abord, aucun signe visible, c'est comme un orage dans un ciel bleu. Deuxième élément, ces enfants, ces adolescents n'ont rien dit à leurs parents. Il y a un courrier d'ailleurs qui très souvent est envoyé par l'adolescent, c'est même dans 90% des situations dont je vous parle ici. Ben, ce courrier qui m'a aussi qui a été porté à ma connaissance, il est toujours libellé de la même façon. Papa et maman, je vais faire quelque chose qui va vous désespérer complètement. Parce que la vie m'est devenue insupportable, je n'arrive pas à supporter ce que je suis en train de vivre, je vais donc mettre fin à mes jours. Et je sais que c'est pour vous épouvantable. Mais ce qui suit, c'est pour ça qu'on parle de délicatesse paradoxale, mais je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai vécu parce que je ne voulais pas vous faire de peine. Donc, ce sont des adolescents qui veulent préserver leurs parents des souffrances qu'ils vivent. C'est pour ça que les enfants se taisent quand ils vivent, l'immense majorité des enfants se taisent quand ils vivent des situations de harcèlement, tout simplement parce que, eh bien, ils savent que en révélant ce qu'ils vivent comme difficulté, ils vont créer de la peine chez leurs parents. Chacun d'entre nous, dans les premiers temps, quand on va chercher nos enfants à l'école, la question qu'on leur pose, c'est ça a été, parce qu'on attend un oui. Et l'enfant perçoit très très vite que tout ce qui va le mettre à distance de ce oui risque de nous poser problème, et donc il veut nous en préserver. C'est ce qui explique que ces enfants, ces adolescents, pour une immense majorité, il n'y a que 6,8% des enfants qui vivent du harcèlement qui en parlent. Et c'est aussi ce qui explique qu'il n'y a pas, en tout cas dans le cyberharcèlement, absolument pas. Et dans le harcèlement, il y a très peu de signes. Et parfois, il n'y en a pas du tout. Et c'est pour ça que cette direction qui a parfois été prise un peu vite en France, en demandant aux enseignants d'aller chercher des micro-indices ou des tout petits signaux, non, attention, il n'y a parfois pas de signaux du tout, et il ne faut pas mal interpréter les quelques signaux qui parfois sont portés à connaissance des enseignants. Par exemple, un mot de ventre n'est pas un indice de harcèlement, c'est plus probablement un indice de gastro-entérite. Donc il faut être très très prudent en disant qu'il y aurait des micro-signaux. En réalité, ce qu'il faut, et on va arriver maintenant à dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réellement, non seulement prévenir le harcèlement, mais agir pour, lorsqu'il se manifeste, en contrôler les effets négatifs. Eh bien, c'est important qu'on puisse dire ce qu'il faut, ce ne sont pas des adultes vigilants, mais des adultes des enfants, qui savent, des enfants et des adolescents, qui savent que ces adultes sont équipés pour réagir s'ils vivent des difficultés. Et donc, des enfants, des adolescents qui vont oser dire des choses. Et pour ça, il faut que les écoles soient équipées. Équipées dans trois domaines particuliers. Un premier domaine, je ne vais pas l'aborder ici, mais en Fédération de Bruxelles, vous allez trouver beaucoup de cours de récréation qu'on appelle de cours régulés. Ce sont des cours dans lesquels les petites filles et les petits garçons ont la même place, dans lesquels chacun trouve son territoire beaucoup plus facilement, parce que les cours de récréation, ce sont par exemple des endroits où l'agressivité hiérarchique se manifeste avec beaucoup d'acuité, tout simplement parce que vous avez un territoire fermé et que vous mettez les enfants à l'intérieur. Donc, on a tout un travail qui est fait sur le contrôle des territoires, mais c'est pas de ça dont on va parler, parce que c'est pas ce qui est le plus efficace en termes de prévention et de réaction au harcèlement. Ça a un effet préventif, mais tout à fait limité. Par contre, il va falloir travailler sur le climat de classe. Il va falloir créer ce qu'on appelle du vivre ensemble et bien concevoir que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit au moyen d'outils qui sont suffisamment capables de réaliser ce vivre ensemble. Je suis un tout petit peu inquiet, pas du tout parce qu'on met en place des cours d'empathie, ça c'est une très très bonne idée, mais parce qu'on présente ça comme une solution. L'empathie n'est pas une solution, c'est un moyen pour déclencher autre chose qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est la manière dont l'empathie se met en mouvement. Toutes les religions, d'ailleurs, ont prévu cette compassion dans leur cahier de charge. Ils l'ont appelé différemment ou ils en ont fait autre chose. C'est parfois la pitié qui diminue
le statut de celui qui la reçoit ou la charité qui augmente le statut de celui qui le manifeste, mais en tout cas, la compassion, c'est quelque chose d'important. Or, il y a des mécanismes naturels qui vont créer cette compassion à partir d'une empathie, mais d'une empathie qui est stimulée au sein du groupe. Ce qu'on appelle en Fédération de Bruxelles des espaces de parole régulés, eh bien, c'est cette façon, à un moment donné, de protéger la prise de parole des enfants qui sont en difficulté. Parce que si vous libérez la parole, vous devez donner des garanties en termes de protection de cette prise de parole. Or, chez un être humain, la seule chose qui peut se protéger, ce ne sont pas ses opinions, parce que les opinions sont inévitablement contradictoires et susceptibles d'être contestées. Ce ne sont pas des avis, un avis est toujours partiel, ce sont des émotions. Si vous me dites que vous êtes triste, je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas être aussi triste que ça, ou que vous n'avez pas être triste. Je ne peux pas contester votre émotion, ni dans sa légitimité, ni dans son intensité. Une émotion, ça existe, et c'est ni juste ni injuste, ni vrai ni faux, ni bien ni mal. Une émotion, c'est. Et il faut rester au niveau des émotions. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vous suggère de regarder un dessin animé qui l'explique très très bien, ça s'appelle Vice Versa. Il explique très bien ce qu'est une émotion, pas un état d'âme, c'est plus compliqué. Parce qu'une émotion va créer une réaction, notamment la compassion, notamment des mouvements à l'intérieur du groupe, mais vous devez protéger cette émotion. Il faut éviter, évidemment, de considérer que cette émotion amène, parce qu'elle crée, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain, elle crée des états d'âme, qu'elle amène l'enfant ou l'adolescent à se poser de mauvaises questions. Dire simplement, on a invité tout le monde à un anniversaire sauf moi, ça me rend très triste. Le problème, c'est pas cette tristesse, celle-là, il va falloir effectivement en faire un moteur de mouvement à l'intérieur de la classe. Le problème, c'est les questions que je vais commencer à me poser. Pourquoi est-ce qu'on m'invite pas? Est-ce que je suis trop ceci? Est-ce que je suis pas assez cela? Et c'est là que l'estime de soi va être taraudée. Et une école, évidemment, ne peut pas dire il y aura plus d'émotions difficiles chez les enfants. L'école est un lieu comme la famille dans lequel toutes les émotions vont se vivre. Mais ce qu'une école peut dire, on va empêcher que ces émotions amènent votre enfant à se poser de mauvaises questions. Et ce qu'une école doit dire, on va éviter que ces états d'âme, en s'installant dans la durée, créent des sentiments, donc des visions du monde, qui me rendent ce monde impossible à vivre. Parce que c'est désespérant, je suis désespéré, je cultive la haine de moi, la haine de l'autre, je vis des situations de terreur. Hein. Le problème n'est pas d'avoir peur de temps en temps à l'école, le problème c'est cette peur. Et il faut bien le dire par rapport au harcèlement. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des enquêtes objectives par rapport au harcèlement. Elles n'ont aucun sens. La plupart des enfants ont peur non pas de ce qui leur arrive, mais de ce qui pourrait leur arriver parce qu'ils sont terrorisés par des groupes qui leur disent tout est possible. On a fait une chose, mais on pourra faire encore pire demain, et peut-être encore pire après-demain. Et donc forcément, on est dans quelque chose qui installe la terreur. Et la terreur va vous amener à vous soumettre au démettre, ce qui est l'objectif du groupe dominant qui souhaite à un moment donné manifester sa puissance au détriment de quelqu'un qui va trouver cet espace de vie complètement invivable. C'est pour ça qu'on est dans des mécanismes qui vont effectivement à partir d'une émotion. Et quand on les déconstruit à partir de l'émotion, c'est-à-dire en gros, quand on met, je vais expliquer en quelques mots comment fonctionne un espace de parole régulé, c'est relativement techniquement simple à mettre en place. Il faut que les élèves soient en cercle, parce qu'il faut que, puisqu'on va parler d'émotions, que les visages se croisent. La première règle d'un espace de parole régulé, c'est qu'une émotion se dit et ne se contredit pas. Si vous dites « je suis en colère » ou « je suis triste » parce qu'on se moque de moi, personne n'a à vous dire que c'est de l'humour. C'est d'ailleurs comme ça que s'installent les mécanismes agressifs dans notre démocratie, par cette confusion épouvantable qu'on fait entre l'humour et l'agressivité humoristique qui prend la forme de sarcasme qui vous brise, de dérision qui vous met à distance, ou d'ironie qui vous rend, de dérision qui vous rend tout petit, ou d'ironie qui vous met à distance. Ce sont les stratégies qu'on utilise avant de vous évacuer. C'est pour ça que c'est important d'identifier très clairement ces différentes stratégies en discriminant l'humour de la moquerie. Or, la seule façon de le faire, eh bien, c'est de donner de la puissance suffisante à l'émotion de celui qui subit l'émotion. C'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou la moquerie. Si vous faites une vanne et vous dites c'est pour rire, ou sur les réseaux sociaux vous mettez des petits smileys, eh bien, c'est pas à vous à le faire, c'est à l'autre à déterminer s'il a été blessé affectivement ou pas, et c'est lui qui va ranger le message dans la catégorie humour ou dans la catégorie moquerie, c'est-à-dire sarcasme, ironie, dérision, parce qu'il subit effectivement une émotion négative. Protéger les émotions, ça ne peut se faire
que dans un espace qui est régulé. Parce que par nature, l'être humain, notamment vis-à-vis de ses proches, si vous êtes parent et que votre enfant vous dit qu'il est triste, si votre meilleur ami vous dit qu'il est triste, si votre conjoint vous dit qu'il est triste, vous allez voir qu'il y a un mécanisme qui se met en place en vous pour dire mais non, sois pas triste. Tu as plein de raisons d'être heureux et les raisons de ta tristesse sont pas aussi graves que ce que tu imagines. C'est ce qu'on met très très vite en mouvement, tout simplement parce que c'est un proche. Et qu'étant un proche, eh bien, on craint la contagion émotionnelle de manière naturelle. Un professionnel va vous dire, mais vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste, vous avez vos raisons d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste, et il ne remettra pas en question l'émotion, ni dans sa légitimité, ni dans son intensité. Et c'est comme ça qu'on va faire de l'émotion quelque chose qui va créer à l'intérieur, par l'empathie qui se manifeste, qui va créer un mouvement, parce qu'il faut bien comprendre, pour l'expliquer très schématiquement, que l'intelligence émotionnelle, ça fonctionne comme 3 guichets. Un premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens. Un deuxième guichet, et celui-là, on va l'utiliser avec uniquement des émoticônes qui parlent des 5 émotions dont on a parlé, les 5 émotions qui sont universelles chez l'être humain. Un deuxième guichet qui va vous demander pourquoi tu vis cette émotion, pourquoi tu es triste, et qui va vous laisser développer. Deuxième règle d'un espace de parole régulé, l'adulte seul prend et donne et reprend la parole, donne et reprend la parole parce qu'on donne un bâton de parole. Explique-nous pourquoi tu es triste. C'est comme ça qu'on va créer la contagion émotionnelle, en nous donnant les bâtons de parole qu'à ceux qui ont une émotion compliquée et en interdisant qui que ce soit d'interrompre celui qui parle. Là aussi, on contrarie de cette manière-là un mécanisme naturel chez nos proches. Si vous avez un enfant qui vit une situation difficile, qui vous dit qu'il est triste et qui se met à pleurer, vous allez le prendre dans vos bras. Ce faisant, vous allez l'empêcher de parler parce que vous devinez que si vous le laissez développer, vous allez être emporté dans le flux émotionnel. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous tapez Keaton, harcèlement, vous avez un petit garçon américain, sa maman le filme avec un portable et ça dure 6 à 7 minutes. Vous allez voir que c'est une très belle façon. Ah, je vois qu'il me reste 10 minutes. 5. Oh là là là. Donc, je vais accélérer. C'est une très belle façon de vérifier si vos neurones miroirs fonctionnent parce que vous aurez une contagion émotionnelle qui inévitablement va se manifester. Donc, c'est important de pouvoir laisser la personne développer. Deuxième règle d'un espace de parole régulé, eh bien, on laisse la personne qui vit l'émotion l'exprimer jusqu'au bout. Troisième règle, on ne nomme pas, on ne désigne pas, on n'accuse pas. Ce sont des méthodes qu'on appelle les méthodes Noblem, comme la méthode des préoccupations partagées. Et quatrième règle, c'est la plus importante, l'enseignant, l'adulte, ne cherche pas lui-même de solution, mais demande au groupe qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est triste. Et la cinquième règle, c'est la permanence, la récurrence, la solidité de ces espaces de parole, qui sont des espaces de parole qui doivent être tenus de manière fréquente, c'est-à-dire régulière plus que fréquente d'ailleurs. Là, ça va permettre, c'est une stratégie Noblem qui va permettre de créer des vivre ensemble. Il me reste 5 minutes pour parler de ce qui est tout à fait important et même fondamental en matière de prévention du cyberharcèlement. Il faut savoir que ces stratégies-là, ces techniques-là, ne sont pas suffisantes, les techniques Noblem, que ce soit les techniques Picasse d'ailleurs, qui circulent beaucoup en France, ou les techniques comme celles qui sont mises en mouvement par les espaces de parole régulés, c'est pas suffisant. La virulence des réseaux sociaux est telle qu'il faut des méthodes différentes, tout simplement parce qu'une école, c'est pas seulement un endroit où on doit créer du vivre ensemble, c'est aussi un endroit où on doit faire société. Et pour faire société, il faut faire, à un moment donné, faire respecter des lois, parce que ce sont ces lois qui protègent nos valeurs. Les insultes racistes, sexistes, homophobes, l'usage asocial des réseaux sociaux, l'agression physique, c'est interdit. Si vous avez une agression physique, vous n'attendez pas de l'institution qu'elle vous mette en rapport avec les autres pour créer un mouvement émotionnel qui en plus affirme le noblesse. Non, il faut émettre des sanctions. Or, les écoles ne sont pas des instruments juridiques, n'ont pas d'outils juridiques, et donc c'est vraiment important de pouvoir le faire à partir d'une structure, c'est ce qu'on appelle nous les conseils d'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont des structures qui permettent, alors j'explique en quelques mots comment ça fonctionne, si j'ai peut-être commis, et vous verrez que cette structure ne doit pas faire l'économie de la preuve. Le but n'est pas de prouver que tu as fait, le but c'est de faire en sorte que tu ne refasses pas. Si je suis supposé avoir commis une agression physique, par exemple, en un exemple, j'ai commis une agression physique vis-à-vis d'un de mes condisciples, mais je l'ai fait parce que mon père a dit.
t'as harcelé depuis le début de l'année. L'école bouge pas. Maintenant, tu cognes, hein, mon vieux. Tu te laisses plus faire. Moi, j'ai oublié à mon père, j'ai frappé. Vous imaginez ce qui se passe si je suis sanctionné, l'état dans lequel vous allez mettre mon père. Donc, ça veut dire effectivement qu'on doit avoir des dispositifs qui affirment qu'il est interdit de frapper, mais qui aussi peuvent protéger par rapport aux normes, par rapport au vivre ensemble. Donc, ce sont des éléments qui vont se combiner les uns avec les autres. Alors, dans le cadre d'un conseil d'éducation, je vais prendre ce qu'on appelle un porte-voix, pas un avocat, mais quelqu'un en qui j'ai confiance dans le système scolaire, un éducateur, un enseignant, mon instituteur, tout ce que vous voulez, mais quelqu'un de l'école à qui je vais expliquer pourquoi j'ai commis cette infraction par rapport à une loi. Et je vais l'exprimer de manière interindividuelle avec lui. Il va venir avec moi au conseil, qui est généralement composé de la direction, un représentant des éducateurs, un représentant des enseignants, un représentant des maternelles, un représentant des primaires. C'est une structure, hein, mais très souple. Et il va expliquer les raisons pour lesquelles il y a eu cette infraction légale. Et évidemment qu'on va me dire non, tu frapperas plus. On va mettre une sanction. La sanction probatoire, on va la prononcer déjà maintenant, dans un délai que vous fixez, mais on va agir en mettant des espaces de parole en mouvement parce que tu n'as pas à être harcelé. Et mon père va recevoir un courrier, parce que dès qu'il y a une sanction, évidemment, elle est communiquée aux parents. Votre fils s'est rendu coupable d'une agression physique vis-à-vis d'un tel. Nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement dans notre institution. Ça doit être rappelé, c'est ça le rappel de la loi, mais ce qui est important, c'est ce qui va suivre. Nous sommes convaincus que cela ne se reproduira pas parce que nous avons agi sur les motifs de son comportement. Et là, même le papa, il va dire, mais non, on ne fera plus maintenant, ils sont en train d'agir. Alors, je vais conclure par le cyberharcèlement parce que c'est ce qui permet de contrôler le cyberharcèlement beaucoup mieux que les espaces no blame, c'est lorsque vous avez une agression numérique. Lorsque vous avez une agression numérique, il faut savoir que dans le contexte actuel, il ne faut jamais essayer, quand vous êtes dans une école, de faire la preuve. D'ailleurs, celui qui est supposé coupable de l'agression, c'est une agression de meute. Donc, quand j'entends alors là, j'ose le dire, mais des bêtises, comme l'idée qu'on va confisquer les portables, c'est juste le signe qu'on n'a rien compris à ce qu'était le harcèlement, le cyberharcèlement. C'est un effet de meute. Vous allez prendre le portable de toute la classe. En plus, c'est tout à fait inefficace puisqu'ils prendront d'autres portables. Donc, c'est vraiment tout à fait idiot, alors même qu'on doit pouvoir dire l'utilisation asociale des réseaux sociaux est interdite. Je suis supposé avoir éventuellement commis une agression numérique vis-à-vis d'un autre. Eh bien, on va m'inviter à m'expliquer au conseil d'éducation. Je vais expliquer au conseil d'éducation que j'ai rien fait. Parce que généralement, c'est ce qu'on fait. J'efface tout. J'efface sur mon profil, mais ça s'efface sur tous les autres. Donc, vous ne saurez jamais rien prouver. C'est pour ça qu'on fait l'économie de la preuve. On dit, on ne sait pas si tu as fait. On te dit juste, si tu n'as pas fait, bah, tu fais pas. Si tu as fait, tu refais pas. Mais on te prévient, à partir d'aujourd'hui, il y aura des copies d'écran. Et donc, si tu recommences dans un délai probatoire qui est fixé, voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Alors, ce dispositif est appuyé par une application qu'on appelait auparavant CyberHelp, qui est une application qui permet simplement à celui qui subit une agression numérique, ça transcende les réseaux, hein, c'est sur tous les réseaux sociaux, quel que soit le réseau sur lequel vous voyagez, vous avez un petit bouton rouge qui apparaît au coin de votre écran, quel que soit le support que vous utilisez, un Samsung, un iPhone, tout ce que vous voulez, vous avez ce petit bouton rouge qui apparaît. Vous êtes victime d'une agression numérique, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Aussitôt, il y a un tutoriel qui se met en mouvement, qui réalise des copies d'écran. Un deuxième petit bouton apparaît. Si tu estimes que tu es cyberagressé, tu appuies sur ce deuxième bouton et aussitôt, les écrans sont envoyés à l'école. Et donc, on sait effectivement qu'il y aura systématiquement des copies d'écran. Et à partir de ces copies d'écran, on va mettre en place des conseils d'éducation disciplinaires, des espaces de parole régulés, et on va contrôler. L'élève reçoit d'ailleurs tout de suite un message, 2 heures du matin, il vient de constater qu'une image intime de lui était partie sur les réseaux sociaux, il appuie sur le cyber aide et il reçoit automatiquement un message qui dit ne t'inquiète pas, on va gérer ce problème pour qu'il n'ait pas de conséquences négatives. Et on mettra en place, effectivement, et 2 numéros apparaissent, celui d'un référent numérique, qui est un adulte qui est désigné dans l'école pour expliquer comment fonctionne le dispositif à l'élève dès qu'il va le contacter. Et si tu préfères parler à quelqu'un de ton âge, ce sont des cybercitoyens ce sont des élèves qui connaissent le dispositif et qui vont lui expliquer le lendemain matin comment ça va se mettre en place pour contrôler
par le fait simplement qu'on met en place des sanctions probatoires qui empêchent les partages, qui empêchent de contenus asociaux, qui empêchent la diffusion des contenus asociaux et des commentaires associés qui augmenteraient la virulence de l'agressivité. Donc, vous pouvez contrôler ces mécanismes dans le temps en ayant un support qui active directement depuis la position de l'adolescent, qui active le dispositif et qui permet aux adolescents de se sentir mieux. Je vais terminer par là parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur cette application et les résultats sont vraiment intéressants. Ils sont même surprenants, pas en termes de contrôle. On s'attendait bien à contrôler le harcèlement. Ça a un effet préventif en termes de cyberharcèlement parce que quand vous savez qu'il y a des copies d'écran possibles, vous mettez tous un frein à main, y compris en termes de moquerie. Donc, on a des réseaux sociaux qui sont assainis a priori. Et quand il y a des situations, elles sont gérées de manière adéquate parce que le dispositif activé de cette manière-là fait les preuves. Mais ce qui nous a le plus étonné, c'est quand on demande aux adolescents est-ce que c'est mieux maintenant de surfer sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'était mieux avant que le CyberAide soit enclenché? Eh bien, ils vous disent tous, c'est mieux maintenant. Que les victimes potentielles disent c'est mieux maintenant, on pouvait s'y attendre. Mais que ceux qui sont des coupables potentiels, en gros, c'est-à-dire qui sont confrontés à la virulence d'un système d'installation du prestige social dont ils ne maîtrisent pas toujours les effets, ça c'est surprenant. Ça veut dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont besoin aussi qu'il y a une forme de contrôle sur un instrument qui a une virulence tout à fait inédite. C'est un peu comme si, avec les réseaux sociaux, on avait donné les clés d'une Ferrari à des gens qui ont à peine leur permis de conduire. Et donc, c'est effectivement important d'avoir un outil qui permet de les soutenir dans leurs premiers pas et même au-delà lorsqu'ils sont sur des réseaux sociaux dont la virulence est encore actuellement en train d'être étudiée. Voilà, je vois une nouvelle apparition. Donc là, je suppose que là, j'ai vraiment débordé de mon temps. Non, mais on va pouvoir prolonger les échanges. Merci beaucoup, Bruno, parce que c'est passionnant de t'écouter et c'est une question qui est tellement actuelle que vraiment, ça nous plonge au cœur de notre quotidien. Alors, merci à tous les participants de toujours nous suivre. N'hésitez pas à remercier Bruno par le biais du chat des participants, ça fait toujours chaud au cœur. Et voici venu désormais le temps des questions et des échanges avec vous-même. Une demi-heure, c'est court. Ça nous permet d'introduire le sujet, mais on pourrait approfondir pendant de longues heures. Donc, vous pouvez désormais activer votre chat et nous poser toutes les questions que vous voulez poser à Bruno. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Émilie nous pose une question. Elle dit je suis désolé, je n'ai pas su comprendre comment on activait CyberAide sur le téléphone. Voilà, une question pratique. CyberAide n'est pas activable. CyberHelp l'est si votre école est équipée. Donc, le principe, c'est que c'est comme un interrupteur. Donc, vous ne pouvez pas mettre un interrupteur à disposition d'un élève s'il n'est pas relié au courant. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous n'avez pas équipé l'école. Les écoles qui sont équipées, c'est-à-dire celles qui ont des espaces de parole régulés ou quelque chose qui stimule l'empathie et qui, à partir de l'empathie, stimule la compassion. Et si vous avez des capacités de réagir en termes de sanctions, eh bien, l'interrupteur peut être diffusé. Et donc, pour le moment, donc le CyberHelp est une application qui avait été développée par la ville de Mons et l'université et qui a été reprise par la Fédération de Bruxelles, qui travaille actuellement pour baliser d'un point de vue juridique, parce qu'il faut qu'il y ait des balises fortes, de façon à le rendre disponible auprès de toutes les écoles. Parce qu'on avance en Fédération de Bruxelles en équipant les écoles les unes derrière les autres. Il y a un panel de 200 écoles qui sont accompagnées pendant 3 ans pour être complètement équipées, et les autres écoles vont suivre progressivement, de façon à ce qu'on puisse espérer que toutes les écoles, à un moment donné, aient un équipement qui permet d'agir sur l'ensemble des composantes des phénomènes de harcèlement. À partir de là, le CyberAide sera activé. Si vous activez l'application simplement, ça n'a aucun effet puisqu'il n'est pas relié à une école. En gros, il faut être logué dans cette école. Quand vous déclenchez, automatiquement, vos écrans sont copiés. Le deuxième bouton permet de les envoyer à cette école chez le référent numérique qui, lui, active le dispositif. Le dispositif, il est activé par l'école toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'en gros,
il faut bien se comprendre que, par rapport notamment aux adolescents et aux adolescentes, si on leur dit, si tu appuies sur le signal d'alerte, les contenus sont susceptibles d'être diffusés auprès de tes parents, vous imaginez quand c'est la divulgation de l'intime, donc des images très intimes de vous, pardon, la dernière chose que vous espérez, c'est que vos parents voient les choses. Hein. Et donc, on dit, on ne communiquera pas aux parents les données, ce sont des données très sensibles. Mais aucune école ne peut agir sans prévenir les parents. Donc les parents sont tout de suite prévenus. Dès qu'il y a le déclenchement de l'alerte, ils sont invités à venir à l'école par un courrier stéréotypé qui dit simplement, voilà, votre enfant s'estime victime d'une agression numérique, nous vous invitons à venir nous voir pour prendre une décision. 3 décisions sont possibles. Première décision, la décision de la solution pédagogique, celle dont je vous ai parlé, les conseils d'éducation, etc. Deuxième possibilité, la décision peut être prise d'impliquer le système juridique ou judiciaire. Vous allez porter plainte à la police. Dans ces cas-là, allez porter plainte. Nous envoyons le dossier, mais sans passer par la case parent. On n'a pas donné, on est engagé auprès de l'adolescent et de l'adolescent de ne pas diffuser les contenus, et on distribue auprès du service de police de façon à ce qu'on puisse initier la plainte. Et la plainte, il faut savoir qu'en cyberharcèlement, c'est le même mécanisme. Vous allez porter plainte pour cyberharcèlement, le policier va toujours vous demander, mais montrez-moi quelque chose. On va travailler sur une base tangible, et donc les copies d'écran, c'est effectivement un premier pas dans la bonne direction. Et le troisième possibilité, c'est le couplage des deux, la réponse pédagogique qui crée un effet immédiat, et la réponse juridique et judiciaire qui est, on le sait, si on veut qu'elle soit efficace, un processus lent. C'est un petit souci que vous avez actuellement en France, c'est-à-dire cette idée qu'il faudra activer dans l'urgence les services juridiques, judiciaires, etc. Ce sont des enquêtes complexes qui aboutissent à des résultats très souvent décevants parce que ce sont des effets de meute et que la responsabilité est partagée en grand nombre de personnes. Et donc, il faut éviter, parce qu'on entend un tout petit peu pour le moment dans les décisions qui sont prises, qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle du football panique. Hein. On va dans toutes les directions, on prend des directions, des mesures qui semblent spectaculaires, mais qui en réalité sont parfois, si pas inefficaces, parfois même un peu dangereuses. Hein. Je vais prendre un exemple, l'idée de dire celui qui doit être évacué, c'est le harceleur et le harcelé lui reste dans l'école. Ça paraît très, très sympa comme ça et ça paraît très juste. Sauf qu'il ne faut pas oublier que quand on comprend le phénomène du harcèlement, on conçoit que le harceleur, généralement, c'est quelqu'un de très populaire. Quand on a évacué de votre espace scolaire quelqu'un de très populaire et que vous restez, on dit mais on doit se taper de toi un boulet. Et lui qu'on aimait bien, il est parti. Maintenant, tu vas morfler. Et on a aussi des éléments, on ne doit pas imaginer qu'on a réglé le problème quand on a pris en place des dispositions. Alors, je sais que ce sont des dispositions qui rendent possibles les choses, mais quand on les présente comme la solution, là, c'est absolument inopérant. On est dans des phénomènes complexes qui doivent associer le monde juridique et judiciaire avec le monde pédagogique et permettre à chacun de jouer son rôle de façon complémentaire. C'est pour ça que par rapport à l'application, ce n'est pas une application qui règle le problème depuis, je vais dire, l'intérieur, mais qui permet par le signal qui est transmis aux écoles d'agir à partir de l'école, qui est le lieu finalement réel à partir duquel le cyberharcèlement se met en mouvement. Parce que j'entends parfois des choses un petit peu difficiles à entendre quand j'entends des écoles qui disent « mais le cyberharcèlement, ce n'est pas nous, c'est en dehors des heures scolaires ». Mais dans 95% des cas, c'est le groupe classe qui est concerné. Donc, c'est le groupe réel qui utilise une caisse de résonance auquel vient se rajouter des personnes qui ne sont pas nécessairement de la classe, mais c'est quand même la classe qui est le noyau à partir duquel on doit trouver la solution. Et donc, il faut pouvoir agir avec les écoles, mais pas en mettant, comme je le vois un peu trop souvent aussi, en mettant une forme de pression juridique et judiciaire autour des écoles. Il faut outiller les écoles, il faut, ce qu'on fait en Fédération du Bruxelles aussi, c'est mettre en place ce qu'on appelle un observatoire. Un observatoire qui reprend tous les outils d'une manière opératoire pour les écoles, pour les enseignants. Pas un seul outil, comme je le vois un petit peu trop souvent aussi. Si je vous dis il y a un seul outil, les préoccupations partagées, qui sont un outil tout à fait intéressant, mais qui ne peut pas être présenté comme le seul outil. C'est comme si je vous donnais une caisse à outils avec uniquement un marteau. Vous allez tout prendre pour un coup. Et donc, c'est important d'avoir un ensemble d'outils, mais c'est important que les familles sachent que les écoles
ont à leur disposition des outils, parce que c'est ce qui permet d'être plus serein derrière la gestion du harcèlement. Il faut savoir que quand il y a une tension entre l'école et la famille, celui qui trinque, c'est l'enfant. Et donc, si vous avez une tension entre l'école et la famille autour du problème du harcèlement, ben, l'adolescent, l'enfant, il en déduit, ben, ils sont plus occupés à se battre qu'à se préoccuper réellement de mon problème. Et donc, on se retrouve devant des enfants qui sont réellement désespérés. C'est ce qui explique le nombre important de suicides que vous avez eu lorsque ces enfants rentrent en désespérance parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont autour d'eux des adultes qui chipotent, qui tâtonnent, qui sont parfois très bienveillants. Et la bienveillance est même dangereuse dans ces cas-là. Parce que si vous êtes bienveillant mais pas outillé, c'est plus dangereux que tout. Parce que simplement, si vous vous dites, même les gens gentils, même les gens sympas, ils n'ont pas l'air de savoir quoi faire, c'est beaucoup plus dangereux en fait que de s'imaginer que vous avez affaire à des personnes. Il vaut beaucoup mieux simplement prétendre, affirmer et pouvoir l'affirmer qu'il y a des outils disponibles, que l'obligation des écoles, c'est d'aller chercher ces outils. C'est ce que font les parents actuellement en Fédération de Bruxelles. Ils disent, voilà, allez chercher des outils, mettez en place des espaces de parole régulés, faites ça, puisqu'il y a des moyens d'agir et on n'est plus dans cette idée qu'on est dans une forme de fatalité qu'on doit tous accepter. Merci beaucoup, Bruno, pour cette première réponse. Alors, il y a plusieurs questions qui te sont adressées, énormément de remerciements concernant la qualité de ton intervention. Vous avez évoqué pourquoi les victimes gardent le silence vis-à-vis de leurs parents. Ne pensez-vous pas qu'il y a aussi une part de sentiment de honte et de culpabilité qui prévaut? C'est une question de Laurent. Ah, c'est une très belle question et honte à coup sûr. Hein. C'est pour ça que c'est le premier réflexe qu'on doit avoir lorsqu'un enfant parle de harcèlement, c'est toi, tu bouges pas, tu es très bien comme tu es. Parce que, et justement, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure en le dénonçant un tout petit peu, hein, lorsque on dit mais défends-toi par toi-même, utilise, réponds du tac au tac, fais preuve d'humour, etc. On ne rend pas du tout service à son enfant et là, on augmente le sentiment de honte et de culpabilité. Il y a un petit truc tout simple hein, pour savoir si l'enfant, si l'estime de soi a été fortement taraudée par ce qu'il a vécu. Demandez simplement à votre enfant, est-ce que si je te clonais, si je faisais un autre toi-même, est-ce que tu serais son copain? S'il hésite ou s'il dit non, c'est qu'il y a déjà un souci au niveau de l'estime de soi. Posez-vous la question par rapport à vous-même. Hein. Seriez-vous votre copain? Si vous hésitez, que vous dites non, bah, allez consulter parce qu'il y a déjà un petit souci. On doit tous, de manière générale, avoir une certaine sympathie par rapport à soi. Mais chez un grand nombre d'enfants, ce n'est pas le cas. Et le principe de vouloir préserver ses parents, parce que c'est surtout ça. C'est pas seulement la honte, c'est vouloir préserver ses parents. J'ai eu un exemple il y a pas très longtemps, un petit garçon qui se retrouve à vivre un harcèlement vraiment très douloureux. Et il me dit, maman, elle me demandait toujours ça a été. Et je lui répondais comme d'hab. En fait, c'était l'enfer comme d'hab. Mais je disais pas c'est l'enfer comme d'hab. Je disais juste comme d'hab. Comme ça, il dit je mentais pas à maman, mais en même temps, je ne lui faisais pas de chagrin parce que si elle avait su ce que je vivais, elle l'aurait très mal vécu. C'est pour ça qu'on doit absolument être contenant quand on entend un enfant, un adolescent parler de situation de harcèlement, tout de suite lui dire c'est plus ton problème, c'est notre souci d'adulte. C'est à nous à agir pour mettre les choses en place, pour déconstruire ce qui s'est construit autour de toi et vis-à-vis duquel tu n'as strictement aucune responsabilité. La question qu'on se pose quand on est victime de harcèlement, c'est qu'est-ce qui explique ça? Vous savez, c'est la question que tous les enfants se posent, hein, et Dieu sait, c'est pour le moment, ils ont l'occasion de se le poser dans certains coins de la planète. Hein, pourquoi me fait-on du mal? Quand un enfant vous pose cette question-là, les grands philosophes ne peuvent que se taire. Les politiques feraient mieux de se taire. Et les psychologues savent qu'il ne faut pas parler, il faut surtout utiliser des gestes pour dire simplement ben moi non plus, je ne comprends pas pourquoi on fait du mal. Alors, ici, dans le cas du harcèlement, c'est pour ça que ce harcèlement est une construction, on comprend les mécanismes. On peut lui expliquer simplement que l'agressivité hiérarchique, c'est quelque chose qui existe dans tous les groupes et que certains, lorsqu'ils ont trop de puissance, trop de pouvoir, trop d'autorité, ils ne se sentent plus et ils ont l'impression qu'ils sont obligés de le manifester en permanence. Là aussi, c'est très important parce qu'on est en train de créer un mouvement et c'est pour ça que les cours d'empathie sont sur ce plan-là une bonne chose, mais du moment qu'ils sont associés à des techniques qui stimulent l'empathie, parce qu'il faut savoir qu'un parent qui aurait un enfant dominant ne doit pas du tout être rassuré si son enfant est un dominant non empathique. Si vous êtes un dominant empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui est sensible aux intérêts des autres et que vous avez l'âme de ce qu'on appelle un leader, il n'y aura pas de souci, votre développement ultérieur est tout à fait positif et tout à fait favorable. Par contre, si vous êtes un dominant non empathique, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un petit chef,
c'est-à-dire quelqu'un qui est soucieux de son statut et des signaux de son statut, mais qui se fout pas mal des émotions qu'il provoque, là, toutes les recherches le montrent, c'est celui pour lequel l'avenir est le plus sombre. Un enfant dominant, non empathique, son avenir à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel est plus sombre, y compris que pour celui d'un enfant dominé et même qu'un enfant qui vit des situations de harcèlement. Tout simplement parce que pour être un dominant non empathique, vous devez geler vos neurones miroirs en permanence et que vous ne développez donc pas votre intelligence émotionnelle qui est celle qui est la plus sollicitée sur le plan personnel et professionnel. Et donc, c'est vraiment important parce que certains parents vont valoriser cette image de dominant non empathique. Il suffit de voir une série qui a un grand succès auprès des adolescents, mais aussi des adultes, les Peaky Blinders. Les Peaky Blinders, c'est une façon de vous montrer que l'hyposensibilité, liée à un pouvoir démesuré qu'on s'accorde sur un territoire donné, associé à une autorité absolue et à une puissance démesurée, ça peut faire de vous un héros. Et on a effectivement ces mécanismes qui sont ceux de l'hyposensibilité. J'insiste aussi là-dessus parce que surtout éviter de faire ce que j'entends beaucoup trop souvent, considérer que des enfants harcelés seraient des hypersensibles. Moi, j'ai parfois des enfants qu'on me met en consultation en disant il est hypersensible, est-ce que vous ne voulez pas gérer son hypersensibilité, comme ça il ne sera plus harcelé? Je suis toujours obligé de dire non, on va faire en sorte qu'il soit plus harcelé parce qu'il est normalement sensible, mais soumis à un excès d'émotions parce que dans notre société, les hypersensibles ne sont pas des malades, ce sont juste des gens normaux qui fonctionnent dans une société qui génère beaucoup trop d'émotions. C'est la société qui est malade, ce pas les gens qui vivent ces émotions. Et l'hyposensible est plus problématique que l'hypersensible, qui doit absolument pas être considéré comme une maladie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai en tout cas répondu peut-être à d'autres. Si, oui, certainement, certainement. Une question suivante de Mélissa qui demande comment pouvons-nous agir préventivement à notre échelle pour prévenir le harcèlement? Alors, tout ce qui construit le vivre ensemble. Donc, je parlais des espaces de parole régulés. Ce que je vais me permettre, c'est d'envoyer les fiches outils pour que tous ceux qui participent à la réunion ce soir puissent les obtenir sur simple demande. Il faut savoir que c'est beaucoup plus efficace de travailler avec des fiches outils. Ça a été dit en introduction, j'écris beaucoup de livres, mais il faut savoir que mes éditeurs, ils me disent toujours, mais tu te rends pas compte, tu écris des livres beaucoup trop gros, les enseignants, lire 300 pages, c'est beaucoup trop long. Ils n'ont pas envie de lire des gros bouquins comme ça quand ils ont fini leur journée. Du coup, j'ai fait des bouquins de 100 pages. C'est encore trop long. Et du coup, mes éditeurs m'en veulent très fort parce que je fais des fiches outils de 3 pages. Et en 3 pages, on explique comment faire un espace de parole régulé si vous êtes en maternelle, si vous êtes en primaire, si vous êtes au collège, si vous êtes au lycée, et vous avez des fiches outils liées à l'âge, liées aussi au type d'enseignement dans lequel vous vous trouvez, de façon à ce que concrètement, on sache comment on fait. C'est ce que je fais aussi, vous savez, je donne de moins en moins de formations, parce que je me rends compte que les formations n'ont pas toujours suivi des faits. Je préfère, moi, la transmission de techniques. Quand j'ai un enfant face à moi qui me dit qu'il est harcelé ou qu'il est cyberharcelé, j'ai toujours la même démarche. Je lui demande est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'école en qui tu as confiance? Et je peux vous assurer qu'ils trouvent toujours quelqu'un, un enseignant, un éducateur, leur instituteur, leur institutrice. Ils ont toujours confiance dans quelqu'un, mais ils rajoutent toujours mais je suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire et j'ai peur qu'il fasse pire que mieux. C'est ça la bienveillance mal outillée, ça fait terriblement peur aux enfants et aux adolescents. Et donc, moi, je lui propose, j'écoute, j'ai des outils, je vais transmettre ça à ton enseignant. Est-ce que tu es d'accord? L'enfant, effectivement, généralement, est d'accord. Je prends contact avec la direction pour avoir l'autorisation de contacter l'enseignant. Et vous imaginez bien que je ne vais pas lui téléphoner en disant, écoutez, il faudra faire une formation de 3 semaines, 3 mois, 3 jours. Non, j'ai 10 minutes par téléphone pour lui expliquer comment il peut mettre en place un espace de parole régulé qui agit à titre préventif. Donc, pour répondre à la question, si vous faites des espaces de parole régulés, c'est-à-dire si vous nettoyez régulièrement l'expression émotionnelle au sein de la classe en créant à travers l'empathie des mécanismes de compassion et d'attention les uns par rapport aux autres, vous allez améliorer sensiblement le climat de classe et ça va rendre le harcèlement, si pas impossible, au moins très hautement improbable. Et en cas de situation de harcèlement, eh bien, ce sont les mêmes outils qui sont activés qui vont permettre à un moment donné à celui qui vit l'agression de sortir de l'isolement, parce qu'il faut savoir que ce sont les spectateurs qui agissent le plus dans les groupes, c'est-à-dire ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un souffrir, mais qui, dans la configuration actuelle du système scolaire, n'ont pas l'endroit pour sortir du bois et pour venir aider celui qui est en difficulté. Avec l'espace de parole régulé,
ils ont l'endroit pour le faire et on voit effectivement à ce moment-là, très très vite, eh bien que celui qui a pris le pouvoir dans la classe est en train de perdre progressivement son pouvoir et qu'il y a une reconfiguration du climat de la classe. Super, merci beaucoup pour ta réponse, Bruno. Alors, il y a une question assez précise d'Aline qui nous demande, est-ce que tu as un avis? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la formulation de la question, hein, mais as-tu un avis sur technique, point de vue, approche d'Emmanuel Piquet? Ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Ça me parle évidemment. Alors, Emmanuel Piquet, c'est une psychologue clinicienne. J'ai un point de vue, je l'ai d'ailleurs évoqué, je vais dire, à demi-mot, c'est-à-dire prétendre que les écoles ne feront rien, c'est prétendre que c'est l'enfant qui doit être outillé avec des techniques qui en théorie marchent, mais qui en pratique peuvent très vite s'effondrer, c'est aussi risquer à un moment donné de mettre l'enfant dans une situation d'abord de défiance par rapport aux institutions, tu dois compter que sur toi-même et sur tes petites épaules, et puis de défiance par rapport à lui-même, parce que ce qui semblait marcher dans le bureau, quand on me dit par exemple de répondre du tac au tac, ce que j'expliquais tout à l'heure, ou de faire preuve d'humour, mais n'essayez pas de faire preuve d'humour si vous êtes agressé par des gens plus puissants que vous. Ils vont vous écraser. Et vous allez entendre des trucs du style « mais t'as bouffé un clown ». Et tu crois quoi? Tu crois que tu as le droit de rire? Tu es soumis à tout ce qu'on veut. Et vous avez des mécanismes qui parfois vont accentuer les mécanismes d'agression. Et donc, moi, je plaide, c'est pour ça que je ne suis pas nécessairement très fort en accord avec ce qu'elle propose, en tout cas pas comme solution systématique. Très bien, si les enfants apprennent, je pense que dans ce qu'elle dit, il y a des choses très intéressante, mais présenter ça de nouveau comme une solution, ça c'est terriblement dangereux parce que ça semble, en théorie ça marche, mais quand ça marche en théorie et qu'en pratique vous assistez à votre propre effondrement, lorsqu'on est dans des rapports humains, c'est terriblement dangereux. Et je le répète ce que je disais en introduction, il faut absolument équiper nos institutions parce que quand on voit la défiance qu'ont les jeunes envers les institutions, parce que, et finalement envers la démocratie, c'est quand même un chiffre très inquiétant quand on voit la manière dont les jeunes, les adolescents se défient des démocraties actuellement, il faut pouvoir activer des procédures à l'intérieur des institutions qui montrent que tout le monde doit s'y sentir protégé. C'est ça le véritable enjeu de la prévention du harcèlement. Si c'est outiller ou armer les enfants, comme je l'ai parfois entendu, on leur donne l'impression qu'en permanence, ils vont devoir trouver en eux les ressources pour s'en sortir et qu'il ne faut pas compter sur les institutions. Donc, OK en complément, pas de problème, si on peut effectivement donner à l'enfant quelques clés pour, dans ses relations, rééquilibrer le pouvoir lorsque cet équilibre de pouvoir est menacé, mais donner ces outils comme des techniques qui permettent à l'enfant de s'en sortir alors qu'il est littéralement écrasé, si ça ne marche pas, c'est la double peine pour cet enfant qui se dit non seulement je suis harcelé, mais en plus je suis même pas foutu de m'en sortir par mes propres moyens parce que je suis trop ceci ou je suis pas assez cela et que ça marche pas tout simplement. Donc il faut être très 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 prudent quand on suppose qu'un individu doit être capable par ses ressources internes de s'opposer à un rouleau compresseur qui est le harcèlement et un méga rouleau compresseur qui est le cyberharcèlement. Parce que là aussi, je n'entends très peu parler de cyberharcèlement par Emmanuel Piquet, comme si ça n'existait pas ou comme si on s'en occupera plus tard. Or, c'est un problème plus qu'actuel. Dans la totalité des situations de harcèlement, il y a un couplage avec le cyberharcèlement actuellement, dès que l'enfant a dépassé 10 ans. Super. Alors, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de répondre en 2 minutes à la question de Mélanie et ensuite on s'arrêtera. Okay. Mélanie nous dit, s'il n'y a pas de profil d'élève harcelé, y a-t-il un profil d'élève harceleur? C'est une très belle question, mais en 2 minutes, ça va être très compliqué. Enfin si, je vais essayer de prendre le challenge. Non, il n'y en a pas. Il y a des situations qui vous mettent en position de devenir un harceleur. Je vais juste prendre un exemple pour l'expliquer. J'étais à Namur récemment dans une conférence sur le harcèlement et à la fin, il y a question-réponse, et je donne la parole effectivement à quelqu'un dont je reconnais vaguement les yeux, vous savez, les yeux au milieu d'un visage qui évoquait quelque chose, et lui il me dit, tu fais des belles conférences sur le harcèlement, mais tu te rappelles en réto. Et là, je vais vivre un très grand moment de solitude. Il me rappelle une situation dans laquelle je suis très clairement un harceleur. Et il me dit, tu m'avais cassé devant tout le monde, et il se rappelle exactement, moi j'ai tout à fait oublié ça. J'avais joué au petit Dr House, très sûr de moi. Je l'avais effectivement utilisé une blague. Moi, j'avais juste cru que j'étais très drôle.
lui a vécu ça comme du harcèlement. C'est un grand moment de solitude pour moi, parce que je me rends compte que ce sur quoi je travaille, ben, dans ce cas précis, je l'ai activé parce que c'est une situation qui me mettait en position d'avoir un pouvoir infini, que je pensais infini, et de manifester ce pouvoir avec une puissance démesurée et mal maîtrisée. Je ne m'étais absolument pas rendu compte que j'avais blessé ce garçon à ce point-là, et j'avais, pour vous dire la vérité, complètement zappé cette petite scène. Et donc, je ne pense pas faire partie d'un profil de harceleur, mais ce jour-là, j'ai été mis dans une situation de manifester ce pouvoir avec une puissance démesurée. Et donc, effectivement, j'ai blessé quelqu'un, ce qui, des années plus tard, me désole encore profondément, mais dont, très clairement, je n'avais pas pris conscience. Il y a énormément de harceleurs qui n'ont absolument pas conscience. Et ben, comme j'ai que 2 minutes, je ne veux pas relancer le débat sur le cyberharcèlement, mais quand vous ne voyez pas le visage des gens que vous agressez, quand vous le faites à distance, comme vous le faites sur les réseaux sociaux, vous avez parfois des agressions qui prennent une virulence démesurée qui n'est pas du tout celle qui était attendue par celui qui a manifesté le comportement. C'est pour ça que l'intention de nuire, elle n'est pas toujours manifeste, y compris lorsque des situations viro-tragiques, et que ce sont des situations qu'il faut pouvoir appréhender comme étant des situations qui mettent en scène des individus à l'intérieur d'un jeu de pouvoir, et que cette configuration, vous avez d'ailleurs des harcelés, qui deviennent dans une autre situation des harceleurs, parce qu'ils ont une autre configuration, et donc c'est un profil qui est impossible à déterminer, et toutes les recherches ont échoué sur ce plan-là, définir un profil type de l'un ou de l'autre. Écoute, c'est parfait. 19h01, on est voilà. Pile sur le timing, Bruno, c'est parfait. Okay. Écoute, on aurait pu prolonger ce... J'envoie donc surtout les fiches outils pour ceux qui sont intéressés, parce que ne restez pas frustrés si vous avez besoin d'outils. Je serais vraiment tout à fait ravi de les diffuser par votre intermédiaire. Écoute, merci beaucoup pour ta générosité, c'est super. Il nous reste à remercier les participants pour votre fidélité et pour votre assiduité. Prochain webinaire, 30 minutes avec, ça sera avec le professeur David Cohen. Je vais vous donner la date exacte. Ça portera sur la question de l'inhibition chez l'enfant. David Cohen est le chef de service de psychiatrie de l'enfant à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et ça sera, je vais vous dire ça tout de suite. Paf. Ça sera le 14 décembre. 14 décembre 2023, 30 minutes avec David Cohen, et ça portera sur l'inhibition de l'enfant. On va vous libérer. Bruno, un grand merci. C'était comme toujours passionnant. Je te garde 5 minutes pour discuter. Merci à tous les participants. À bientôt en décembre, et merci évidemment à toute l'équipe technique d'Octopus, les mains de l'ombre qui fabriquent ces événements, qui les organisent, qui les soutiennent. Merci à toute l'équipe. À très bientôt, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Bien entendu, le webinaire de Bruno sera consultable en ligne. Merci et à bientôt.